vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes titulaire du BEPC et vous désirez vous inscrire dans l'un des 3 instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Eh bien, vous avez jusqu'au 8 juillet pour le faire. L'Agence Éducation Développement a procédé ce matin à Lomé au lancement du recrutement des apprenants. Et Grace vient de s'inscrire à l'IFAD, bâtiment de Lomé, une jeune fille de 17 ans passionnée par la maçonnerie, à découvrir dans ce journal. La Namibie a une population de plus de 24 000 éléphants. Le gouvernement compte réduire ce nombre en vendant 170 éléphants aux enchères. Une espèce protégée, la décision est donc controversée. Également dans ce journal, l'invité de ce soir, le ministre d'État, Payadoa Boupessi. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le 20h. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozimna Singbe. Le Conseil a eu à examiner 5 projets de décret, écouter une communication et un divers. Le compte-rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayowadra. Communiqué du Conseil des ministres du 13 juin 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 13 juin 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Singbe, président de la République. Le Conseil a examiné 5 projets de décret, écouté une communication et un divers. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de décret instaurant l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Notre pays a été victime d'une attaque djihadiste dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, visant un poste avancé du dispositif de l'opération Kundouare, situé dans la localité de Kwekpakandi, préfecture de Pendjal. Ces événements interviennent après une précédente tentative d'attaque dans cette même partie du territoire national, vaillamment repoussée par les forces de défense et de sécurité dans la nuit du 10 au 11 novembre 2021. Dans le but de créer un environnement et les conditions propices aux mesures administratives et opérationnelles nécessaires à la bonne conduite des opérations militaires, au maintien de l'ordre et de la sécurité dans cette région, le gouvernement a pris le présent décret. Il renforcera la célérité de la prise des décisions et facilitera une meilleure agilité des services publics et des forces de défense et de sécurité. Dans le cadre des réformes relatives à la police des étrangers en République togolaise, le Conseil a examiné 2 projets de décret. Ces 2 projets portent sur la fixation des coûts de délivrance des visas d'entrée au Togo et de la carte de séjour. S'inspirant des pratiques constatées en la matière et en vue d'améliorer son attractivité, notre pays, suite à la dématérialisation de la procédure de demande de visa, a entrepris d'actualiser les coûts. Ces nouveaux tarifs feront l'objet d'une communication par les services techniques du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le Conseil a enfin examiné et adopté 2 projets de décret qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la Chambre de commerce d'industrie du Togo. Le premier porte attribution, organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. L'atteinte des objectifs de la vision stratégique Togo 2025, pour laquelle il est attendu une forte mobilisation du secteur privé, exige une réforme en profondeur de la Chambre consulaire
afin de renforcer son efficacité. La réforme proposée vise à permettre aux élus consulaires de mieux collaborer pour mener des actions en synergie, de disposer d'une chambre consulaire inclusive capable de mieux défendre les intérêts du secteur privé pour le développement socio-économique du Togo. Le second projet de décret examiné porte sur le régime électoral de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Conformément à la loi numéro 2022-006 du 23 mai 2022, relative à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, le présent décret fixe les règles applicables à l'élection des membres de l'Assemblée consulaire et du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Il institue une commission électorale consulaire CEC chargée du processus électoral avec des démembrements dans chaque région économique et dans le Grand Lomé CECR. Elle est composée de 9 membres. Au titre de la communication, le Conseil a écouté une communication relative à l'état d'exécution des projets d'investissement au 31 mai 2022, présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Cette communication vise à faire le suivi de l'exécution du budget de l'État. L'analyse au 31 mai 2022 de la situation des projets d'investissement du budget de l'État, base engagement, fait ressortir un taux d'exécution global encourageant. Le Conseil a instruit les ministres pour un suivi régulier des performances de leur département. Au titre des divers, le Conseil a écouté un compte-rendu relatif à la journée de lancement de la campagne nationale de reboisement présentée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Il ressort de ce compte-rendu que le lancement de la campagne de reboisement a connu une forte mobilisation des différentes couches de la population. Au total, 1 421 473 plants ont été mis en terre sur toute l'étendue du territoire national le 1er juin 2022. Le Conseil a félicité l'ensemble des acteurs pour leur engagement et rappelle à la population que la campagne de reboisement se poursuit en vue d'atteindre les objectifs fixés. Fait à Lomé, le 13 juin 2022, le Conseil des ministres. À la suite du Conseil des ministres, une conférence de presse a été animée par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Professeur Akoda Ayewadan est revenu sur le projet de décret instaurant l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Je vous propose de suivre un extrait de cette conférence de presse. En réalité, la procédure observée par le gouvernement n'a pas varié, que ce soit pour la Covid ou actuellement la mesure d'état d'urgence sécuritaire qui vient d'être prise par le gouvernement. Le cheminement reste le même. Si l'on reprend l'article 94 de la Constitution de notre pays, l'état de siège ou l'état d'urgence peut être décrété par le président de la République en Conseil des ministres. Et pendant 3 mois, l'état d'urgence peut être maintenu. Si l'on souhaite proroger l'état d'urgence, l'on recourt à une autorisation de l'Assemblée nationale par le jeu d'une loi avant de pouvoir proroger à nouveau l'état d'urgence ou l'état de siège. C'est la même procédure que l'on a observée pour la Covid et c'est la même qui va être observée pour l'état d'urgence sécuritaire qui est prise pour la région des Savanes. En termes de mesures d'incitation pour la population, en réalité, il faut peut-être revenir pour s'interroger sur les raisons qui justifient une telle mesure. L'état d'urgence qui est pris aujourd'hui va avoir un objectif premier. C'est de donner les moyens à l'administration, aux services publics et aux forces de défense et de sécurité d'aller plus vite dans leurs actions. Vous savez, c'est une mesure d'exception et cette mesure d'exception intervient pour une situation particulière. On le sait tous, la région est la cible d'attaques terroristes, on les a notés les mois derniers, et
l'État a besoin d'agir, mais d'agir vite et efficacement. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse à la fin de cette édition. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de décret instaurant l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Vous venez justement de le suivre. Et pour avoir une idée sur les implications de ce décret instaurant l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, nous sommes sur ce plateau donc avec le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, M. Payadowa Aboupessi. Rebonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors du coup, quelles sont les implications de ce décret instaurant l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes? Merci. Avant de vous donner les implications que vous venez d'évoquer, je voudrais partager à nouveau avec vous et à travers votre antenne l'ensemble de la nation togolaise cette très importante information relative à la déclaration de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Cette déclaration, donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, a fait l'objet d'un décret pris en Conseil des ministres ce jour. Les raisons ont été largement indiquées dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Il faut rappeler que ce décret a été pris en respectant la Constitution du 14 octobre 1992, en respectant également la loi sur la sécurité intérieure du 12 août 2019 et en respectant l'ordonnance du 3 octobre 2020 déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence. Nous devons comprendre, mes collègues l'ont rappelé tantôt, que pour vaincre la lutte contre les terroristes, notre pays se doit de se donner tous les moyens possibles, bien sûr, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Ces moyens légaux sont essentiellement contenus dans la loi du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure. Je voudrais rappeler quelques dispositions de l'article 28. L'article 28 de la loi sur la sécurité intérieure qui dispose que les dispositions de la loi sur la sécurité intérieure s'appliquent dans plusieurs cas, notamment les cas d'attentats terroristes ou menaces d'action terroriste, ou les cas d'actions criminelles transnationales associées ou non à une entreprise terroriste. Il est évident que nous sommes exactement dans le cas d'espèce et que donc la loi sur la sécurité intérieure va pouvoir être appliquée avec cet état d'urgence sécuritaire. Je voudrais saisir ici cette occasion pour saluer humblement la qualité d'homme d'État visionnaire de son Excellence, M. Faure Ozozemania Zingbe, président de la République, qui a instruit le gouvernement pour l'élaboration de cette loi sur la sécurité intérieure déjà en 2019. Nous y sommes, c'est le moment d'appliquer intégralement cette loi sur la sécurité sanitaire, sur la sécurité sécuritaire. Maintenant, vous avez voulu savoir quelles sont les différentes implications. J'ai la loi devant moi, je ne vais pas faire autre chose que de vous présenter quelques grands traits de ce qui va se faire. D'abord, il y a l'assignation à résidence. Donc, le ministre en charge de l'administration territoriale, après avis du ministre chargé de la sécurité, peut prescrire une mesure d'assignation à résidence contre toute personne lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que par son comportement, ses propos ou ses relations, celle-ci est susceptible de commettre ou de faciliter l'établissement d'un des actes énumérés à l'article 28 que je viens de rappeler. Bien sûr, après avoir pris cet arrêté qui prescrit l'assignation, le ministre se doit de saisir le procureur de la République territorialement compétent. Autre conséquence de cette loi,
la police et la gendarmerie peuvent procéder à des opérations de contrôle d'identité ou d'interpellation sur la voie publique de toute personne également qui, par son comportement, peut laisser croire qu'il y a des risques que cette personne puisse commettre un attentat. Autre mesure, c'est l'expulsion d'étrangers et d'interdiction de séjour. Parce que lorsque des informations concordantes indiquent que telle ou telle personne est susceptible d'être impliquée dans les attentats, on peut, le ministre en charge de l'administration territoriale avec son collègue de la sécurité, peuvent ordonner par arrêté l'expulsion du territoire togolais de tout étranger donc, qui est soupçonné faire partie des groupes susceptibles de commettre des attentats. Autre contrainte liée à la loi, au décret sur l'état d'urgence de sécurité, c'est l'introduction de circuler et de rassembler, l'introduction de circulation et de rassemblement de personnes sur la voie publique. Pour les mêmes raisons que je viens d'indiquer tout à l'heure. Il y a également des risques, il y a également la possibilité de suspendre les activités d'un établissement, d'une entreprise, lorsque en raison des informations disponibles, il apparaît que cet établissement ou cette société est plutôt une source qui pourrait être mêlée à des actions terroristes. Il y a même la possibilité de fermeture d'établissements, également toujours par l'arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale. Il y a aussi la possibilité de visite domiciliaire et de saisie. C'est la loi, l'article 40 de la loi, l'article 41 particulièrement, qui prescrit cela. Donc, mais tout cela se fait conformément à la loi. Il y a des détails que je n'ai pas voulu donner. Il y a des délais à respecter. Il faut saisir le procureur de la République. Il y a toutes les dispositions qui sont prises pour pouvoir faciliter l'exécution de ces mesures tout en respectant les lois dans d'autres secteurs, notamment les droits de l'homme, etc. Il n'y a pas de problème, mais les détails sont dans la loi. Je ne vais pas parcourir toute la loi avec vous. Il y a le contrôle transfrontalier, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut même, si c'est nécessaire, demander des informations sur un passager lorsque cela s'avère nécessaire. Il y a enfin le contrôle des sites Internet et des services de communication en ligne, mais lorsque des informations très précises concordent, indiquant que telle ou telle personne pourrait être mêlée à la situation de terrorisme. Voilà un peu ce que cela implique comme mesure. Alors, Monsieur le ministre d'État, c'est donc un appel à la population. Quelle attitude est-elle appelée à adopter alors? Voilà, donc d'abord, il faut prendre ça avec sérénité. La mesure d'urgence, l'état d'urgence s'exécutera conformément aux règles en vigueur. Donc, il n'y a pas de panique possible. Il faut prendre ça avec sérénité. Et il faut quand même avoir à l'esprit que nous tous, nous devons collaborer pour que nous puissions réussir cette lutte contre le terrorisme. Donc, nous devons faciliter tous ensemble les missions de nos forces de défense et de sécurité. C'est pour nous que les éléments de ces forces de défense et de sécurité, agissent pour nous protéger, pour protéger toute la population. Donc, le décret sur
l'état d'urgence de sécurité est pris pour faciliter l'exécution des missions de ces forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas pour embêter qui que ce soit, c'est plutôt pour notre intérêt collectif. Donc, pas de souci, collaborons avec les FDS et je pense que, s'il plaît à Dieu, l'objectif que nous visons, nous l'atteindrons. Merci, Monsieur le ministre d'État. Alors, je rappelle qu'avec vous, nous avons donc parlé des implications du décret instaurant l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. À bientôt. Tout enfant né sur un territoire a le droit d'être enregistré à la naissance. Malgré les efforts consentis, l'enregistrement systématique de ces naissances n'est pas encore effectif au Togo. Le sujet est au cœur d'une rencontre des maires du Togo. À leur côté, les acteurs de la société civile et l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Christine Peteki Aloudé. Plus de 100 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde, selon l'OIF, ne sont pas déclarés à l'état civil. Le phénomène n'épargne pas le Togo. Des enfants naissent, grandissent sans existence juridique. Et pourtant, la gratuité de l'acte de naissance est effective au Togo. Certaines femmes accouchent à la maison et elles ne viennent pas pour déclarer leurs enfants. D'autres, elles font les consultations prénatales et au moment d'accoucher, compte tenu de une religion, elles refusent d'accoucher à l'hôpital et ça crée un problème sérieux. D'autres accouchent, elles viennent déclarer mais refusent de revenir prendre la naissance. Sans identité juridique, l'individu est privé de ses droits, y compris les droits les plus fondamentaux. La non-reconnaissance du droit à l'identité constitue aussi un frein aux politiques et programmes de développement. C'est très important. Tu ne peux pas prétendre appartenir à une nation sans avoir même le document de base qui te donne cette identité-là. C'est l'exclusion totale. Même au sein des ateliers aujourd'hui, on a besoin de l'acte de naissance pour te faire inscrire. Les représentants des différentes communes du Togo, avec l'appui de l'OIF, identifient les besoins et les approches de solutions pour un enregistrement systématique à la naissance. Nous sommes ici pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le gouvernement, mais aussi les collectivités, pour identifier les besoins. On va discuter ensemble, esquisser ensemble des pistes d'action. L'amélioration du système d'enregistrement systématique permet à l'État de disposer des données statistiques fiables pour les projets et programmes de développement. Lancement ce lundi du recrutement des apprenants pour les 3 instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. C'est pour la rentrée 2022-2023. Les futurs apprenants ont jusqu'au 8 juillet prochain pour s'inscrire. Ils auront 3 ans pour décrocher leur baccalauréat professionnel en bâtiment, en aquaculture ou encore en élevage. Clarisse Aticlet. Nouvelle vague de recrutement pour le compte des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. L'agence éducation-développement AED offre l'opportunité aux jeunes de 16 à 29 ans avec un niveau minimum de BEPC. Ils auront la possibilité d'étudier dans les IFAD bâtiments de Lomé, IFAD aquaculture de Elavagnon et IFAD élevage de Barkwassi. Ils sortiront nantis d'un baccalauréat professionnel au bout de 3 ans de formation. Le recrutement se fait sur la base fondamentalement de la motivation du jeune et non sur la base de ses capacités intellectuelles, etc. Nous avons programmé l'entretien de motivation. Alors, tout jeune qui veut être recruté dans un IFAD sera pris dans un entretien et l'AED va s'assurer qu'il est porteur d'un projet professionnel et qu'il est vraiment déterminé à devenir professionnel dans ce métier. Et là, cela nous permet d'être sûr que quand on le recrute, il va suivre la formation jusqu'au bout et qu'il va vraiment s'installer à la fin de la formation. Pour la rentrée 2022-2023, 3 nouvelles formations s'ouvrent à l'IFAD bâtiment de Lomé. Un baccalauréat professionnel en électricité et environnement connecté et 2 CAP en menuiserie notamment pour les charpentiers couvreurs et les fabricants installateurs. Nous allons former des jeunes qui ne sont pas de simples électriciens, mais des électriciens qui peuvent gérer, installer les environnements connectés.
Nous avions 3 formations déjà ouvertes. Nous avions déjà le gros œuvre en maçonnerie, qui est bac pro gros œuvre. Nous avions déjà aussi le bac pro froid et conditionnement de l'air qui est ouvert, où les apprenants sont actuellement en train d'être formés. Et nous avions également la formation finition qui englobe le carrelage, la peinture, les plafonds, à savoir le staff, etc. Les apprenants que nous recrutons sont formés entre le campus de l'IFAD et l'environnement professionnel pour moitié de temps dans chaque entité. 50% du temps à l'IFAD et 50% du temps en entreprise. Le recrutement des apprenants est ouvert jusqu'au 8 juillet prochain. Le dépôt des dossiers physiques se fait dans les différents IFAD, au Collège militaire et Adema Akara et au CRITFP de Dapaon. Le dépôt numérique sur le site internet de l'agence AED. Parmi les futurs apprenants, grâce à 17 ans, la jeune fille est passionnée par la maçonnerie. Elle s'est bien évidemment inscrite à l'IFAD bâtiment à Lomé. Elle rêve déjà de devenir entrepreneur en maçonnerie. Clarissa Ticlet. À 17 ans, Grace a déjà choisi son métier, la maçonnerie. Après son brevet d'études du premier cycle BEPC, elle n'est pas allée par 4 chemins. Le métier même m'intéresse. Bon, quand je vois les gens, ça m'intéresse beaucoup. Et aussi, ça ne me fait pas peur. Puisque les gens disent que c'est le métier des hommes. Plutôt, ça me donne le courage de le faire. Un an déjà à l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD bâtiment de Lomé, Grace sait manipuler les outils nécessaires. Formée également en ferraillage, coffrage et en carrelage, elle nourrit de grandes ambitions. Après cette formation, j'aimerais participer à des grands projets de construction dans des entreprises et construire moi-même des villas à louer. Peu de filles s'orientent vers les métiers tels que la maçonnerie. Ici, à l'IFAD bâtiment de Lomé, elles se comptent au bout des doigts. Nous les encourageons parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de métiers d'hommes. Ces métiers peuvent être valablement exercés par la gente féminine. Leur place est assurée à l'IFAD bâtiment. Si elles sont motivées, qu'elles n'hésitent pas, nous recrutons garçons et filles. Et il n'y a pas de discrimination. Appel est donc lancé aux jeunes filles. Dans les IFAD, elles sont recrutées au même titre que les garçons. Il suffit juste qu'elles aient la motivation et le niveau. La suite de ce journal avec ces 2 communiqués. Le premier nous vient du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Le ministre du Travail, du Dialogue social et de la Fonction publique informe de l'ouverture d'un concours de recrutement d'enseignants de mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie et de la terre à l'intention des Togolais des 2 sexes répondant aux conditions requises et désireux de faire carrière dans l'enseignement. Les dossiers de candidature sont reçus tous les jours ouvrables dans la direction régionale de l'éducation à Lomé, à Tapamé et Kara du lundi 20 juin au vendredi 22 juillet 2022 à 17h00. La date des épreuves écrites est fixée au samedi 6 août 2022. Les autres modalités et conditions du concours sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse ou sur le site du ministère www.fonctionpublique.gouv.tg. Signé Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Le second communiqué nous vient du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le ministre informe les étudiants désireux de postuler à une bourse du gouvernement togolais pour poursuivre leurs études dans des universités étrangères que leurs demandes doivent comporter obligatoirement les pièces à consulter dans le quotidien national Togo Presse pour le parcours licence master et pour le parcours doctorat. Le dépôt des dossiers de demande de bourse se fera au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche jusqu'au 30 juin 2022. Les demandes envoyées par mail ne seront pas acceptées. Toute demande introduite hors délai ne sera pas prise en compte par la Commission nationale des bourses. Notez bien, avoir un passeport en cours de validité est vivement souhaité et signé professeur Majesté Iou Ouateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À l'étranger, une nouvelle attaque dans le nord du Burkina Faso fait au moins 50 morts. Des djihadistes sont pointés du doigt. La localité Seitenga avait déjà été endeuillée le jeudi par une attaque terroriste. Attaque au cours de laquelle 11 gendarmes avaient été tués.
Au Burkina Faso, la ville de Seitenga dans le nord a été attaquée dans la nuit de samedi à dimanche par des hommes armés non identifiés. Le porte-parole du gouvernement a qualifié l'attaque d'acte ignoble qui a entraîné un déplacement des populations vers la ville de Dori. Aucun bilan officiel n'est pour le moment disponible, mais plusieurs sources parlent de dizaines de morts. Des unités d'intervention ont été déployées dans la zone, selon Lionel Bilgo. Jeudi dernier, Seitenga avait déjà été endeuillé par une attaque djihadiste qui avait tué 11 gendarmes. Dans le même temps, une autre attaque a coûté la vie à 6 personnes. Elle a été perpétrée par des terroristes dans la ville de Boulunga et sur le site d'orpaillage de Alga, dans une localité située dans la province du Bam, dans le nord du Burkina. Après une relative accalmie, le Burkina fait face depuis à une recrudescence d'attaques djihadistes qui ont fait quelques 200 morts civils et militaires. Retournons page nationale, à présent la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce lundi. Nombre de cas confirmés, 37 204 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 36 865, 10 nouveaux guéris depuis hier. Nombre de cas actifs, 62 et 273 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce lundi. Je m'appelle Akbar Kokou Godfrey, journaliste à ici-le.com. Donc, concernant le projet de décret portant instauration de l'état d'urgence dans les régions des savanes. Monsieur le ministre, pendant la COVID-19, pour instaurer l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a saisi l'Assemblée nationale. Mais dans le cas d'espèce, le gouvernement a décidé de passer par un décret. Dites-nous, qu'est-ce qui justifie cette différence? Et en plus, quelles sont les mesures pratiques pour appeler la population à la vigilance et quels sont les impacts que cet état d'urgence pourrait avoir sur la population? Très bien, merci beaucoup. En réalité, la procédure observée par le gouvernement n'a pas varié, que ce soit pour la Covid ou actuellement la mesure d'état d'urgence sécuritaire qui vient d'être prise par le gouvernement. Le cheminement reste le même. Si l'on reprend l'article 94 de la Constitution de notre pays, l'état de siège ou l'état d'urgence peut être décrété par le président de la République en Conseil des ministres. Et pendant 3 mois, l'état d'urgence peut être maintenu. Si l'on souhaite proroger l'état d'urgence, l'on recourt à une autorisation de l'Assemblée nationale par le jeu d'une loi avant de pouvoir proroger à nouveau l'état d'urgence ou l'état de siège. C'est la même procédure que l'on a observée pour la Covid et c'est la même qui va être observée pour l'état d'urgence sécuritaire qui est prise pour la région des savanes. En termes de mesures d'incitation pour la population, en réalité, il faut peut-être revenir pour s'interroger sur les raisons qui justifient une telle mesure. L'état d'urgence qui est pris aujourd'hui va avoir un objectif premier. C'est de donner les moyens à l'administration, aux services publics et aux forces de défense et de sécurité d'aller plus vite dans leurs actions. Vous savez, c'est une mesure d'exception et cette mesure d'exception intervient pour une situation particulière. On le sait tous, la région est la cible d'attaques terroristes, on les a notés les mois derniers, et l'État a besoin d'agir, mais d'agir vite et efficacement. Pour les populations, d'abord, il y a une campagne de sensibilisation très importante qui leur permettra de comprendre le bien fondé de la mesure, mais ensuite de continuer à collaborer de façon efficace, non seulement avec les services publics, mais aussi avec les forces de défense et de sécurité pour l'atteinte de nos objectifs, c'est-à-dire la sécurisation de la zone. En termes d'impact, la mesure prise facilite l'action, mais il faut corréler cette mesure-là avec une autre qui est déjà prise,
qui a commencé à se mettre en place. Je pense ici au plan d'urgence pour la résilience de la région des savanes, qui est un plan construit autour de la santé, de l'éducation, de l'électrification, de l'adduction d'eau. Et ce plan-là va mobiliser beaucoup de moyens, beaucoup de ressources humaines. Et ces ressources humaines doivent pouvoir travailler sur le terrain dans des conditions optimales. Donc vous voyez bien qu'il y a une véritable corrélation entre la recherche de la sécurité, mais aussi du développement de la localité. Monsieur le ministre, on rebondit avec la question concernant le décret portant fixation des coûts de délivrance des visas d'entrée au Togo. Monsieur le ministre, quels sont les critères de fixation des coûts des visas selon les provenances des requérants? Le décret portant fixation des coûts de délivrance des visas vient en application d'un texte de loi qui a été pris récemment, le 15 avril 2022, la loi relative à la police des étrangers au Togo. Et ce décret retient pour critère unique la durée du séjour. On le sait, sous d'autres cieux, le critère de la provenance est pris en compte pour fixer le montant du visa, le critère de la durée aussi, mais de façon unitaire, le Togo a retenu la durée pour fixer les montants. En fonction de la durée que l'étranger passera sur notre territoire, le coût du visa sera établi. Est-ce que les coûts de visa seront établis par rapport aux zones de provenance? Non. Par exemple, quelqu'un qui est en Europe, qui veut venir au Togo. Quelqu'un qui est peut-être en Afrique, dans les zones centrales, qui veut venir au Togo. Est-ce que les coûts seront différents par rapport à ces provenances? Vous savez, les différentes régions ont des accords. Lorsque vous êtes dans la CEDEAO, vous n'avez pas besoin de visa pour venir dans notre pays. Donc, les coûts ne sont pas établis par rapport à ces pays-là. On a des accords particuliers avec d'autres États, mais de façon globale, on a une approche unitaire. Si vous décidez de venir au Togo et que vous n'êtes pas éligible aux différents accords, vous verrez, si vous devez passer 15 jours, un montant sera fixé, 30 jours, un montant sera fixé, etc. Je m'appelle Edem Dadi, je suis journaliste à Togo Matin. Alors, mon confrère a parlé des visas. Moi, je vais évoquer la question de la carte de séjour au Togo. Et nous avons constaté que la sous-région ouest africaine est victime de menaces sécuritaires. Et sur ce plan, on a constaté que le gouvernement a examiné le projet de décret portant fixation de coûts de délivrance de la carte de séjour au Togo. Alors ma question est de savoir, face à ces situations de sécurité, est-ce que le gouvernement va renforcer les conditions d'entrée et de séjour au Togo? Alors, les conditions d'entrée et de séjour dans notre pays sont fixées par la loi dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celle du 15 avril 2022, relative à la police des étrangers au Togo. Sur ce qui est du séjour en lui-même, évidemment, il faut présenter un certain nombre de garanties pour que votre séjour puisse être accepté sur le territoire togolais. Et là aussi, les critères sur lesquels le titre de séjour sera délivré seront doubles. D'abord, il y aura la durée et il y aura le profil. Un étudiant sera rangé dans une catégorie à part. Un visiteur temporaire sera rangé dans une catégorie. Celui qui aura un séjour beaucoup plus long, disons 5 ans, sera rangé dans une autre catégorie. Donc, en fonction de la durée, en fonction de la catégorie dans laquelle l'on se retrouve, le coût du titre de séjour sera fixé. Mais de façon générale, les conditions d'entrée sont d'abord des conditions de bonne moralité. Un certain nombre de documents administratifs seront exigés pour établir le titre de séjour. Donc, il n'y a pas de volonté de restreindre l'accès au titre de séjour. Au contraire, l'idée, c'est de faire de notre pays un pays attractif sans négliger, bien évidemment, la dimension sécuritaire qui s'impose à nous. Monsieur le ministre, je suis journaliste à la TVT, à la télévision togolaise, et je réponds au nom de Bongo Tchasengnam. Ma question va porter sur le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Monsieur le ministre, depuis le 6 janvier 2021, suite à des difficultés de fonctionnement, la CCIT
est dirigé par une délégation spéciale consulaire. Avec toutes les réformes introduites par l'adoption de plusieurs textes, dont le présent décret, est-ce qu'on peut espérer que ces mesures vont assainir la CCIT, apporter la sérénité dans la maison CCIT? Vous savez, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo est une institution comme toute autre. Et comme toute institution, elle a vécu et a subi l'effet du temps, ce qui peut expliquer les difficultés rencontrées les temps passés au sein de cette institution. Mais au-delà de ces difficultés, la CCIT reste un partenaire important pour notre pays, parce que la CCI Togo regroupe les opérateurs économiques qui sont dans le privé. Et lorsque vous regardez la feuille de route gouvernementale, la stratégie Togo 2025, vous observerez que la part du secteur privé dans cette stratégie est de plus de 50%. À partir de là, pour permettre à la CCI Togo de jouer pleinement sa partition dans l'atteinte de ses objectifs, il était important d'opérer le renouvellement d'un certain nombre de règles pour renforcer l'efficacité de cette institution. Donc aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie par le jeu de l'adoption de ces deux décrets et le gouvernement en est convaincu. La partition que la CCIT a appelée à jouer va gagner en efficacité grâce à ces textes qui apportent de la souplesse, de l'agilité dans l'action des opérateurs économiques. Monsieur le ministre, quelles sont les conditions les entreprises doivent-elles remplir pour être candidat aux prochaines élections consulaires? Pour être candidat, il faut d'abord pas être une entreprise, mais être représentant d'une entreprise. Alors, les entreprises qui sont immatriculées au registre du commerce et du crédit immobilier dans notre Togo font immédiatement, on va dire automatiquement, partie de la base électorale. Mais au-delà de cette appartenance, il y a d'autres conditions à remplir. Déjà, il faut faire acte de candidature. Mais pour faire acte de candidature, il faut avoir au minimum 18 ans, cela tombe sous le sens, il faut être majeur, et ensuite remplir d'autres conditions administratives comme être en règle vis-à-vis de l'Office togolais des recettes, être en règle vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale, le cas échéant, jouir de ses droits civils, représenter une entreprise qui, puisque les entreprises sont structurées en catégories, donc il faut avoir un certain niveau en termes de chiffre d'affaires pour pouvoir être dans la base électorale. Donc toutes ces conditions sont à réunir avant de pouvoir se proposer à l'élection au sein de cette chambre du commerce et d'industrie. Mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est la recherche d'une certaine inclusivité. Aujourd'hui, pour pouvoir participer à cette élection, ce texte permet à tous les types d'entreprises, les entreprises appartenant aux trois secteurs, c'est-à-dire industrie, commerce et services. Et toute l'étendue du territoire est couverte par ces élections parce que les zones sont organisées en régions. Et dans chaque région, l'on va avoir autant des électeurs que des personnes éligibles à la chambre consulaire. Donc, ce qu'il faut retenir, je me répète, c'est la recherche d'inclusivité pour permettre à tout le secteur privé de pouvoir se mobiliser autour de l'ambition qui est celle de la stratégie Togo 2025. Par rapport à l'exécution des projets d'investissement du budget de l'État exercice 2022. Alors, monsieur le ministre, peut-on savoir quel est le niveau d'exécution donc, de ce budget? Quels sont les secteurs prioritaires concernés par ce budget? Le budget 2022 est structuré autour de la feuille de route. Il faut le relever. Et dans la feuille de route, il y a un certain nombre de secteurs prioritaires. Je ne pourrais pas vous les citer tous, mais d'abord, il y a le digital, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a les pistes rurales. Autour de ces priorités, le budget est donc structuré. En termes de consommation budgétaire aujourd'hui, on a un niveau qui est variable selon les secteurs d'activité. Et ici, ce qu'il est important de relever, c'est que notre budget est construit autour de recettes
internes et de recettes externes. Sur les recettes internes, l'on peut considérer que l'exécution est encourageante. Mais sur les ressources externes, il y a quelques défis auxquels le gouvernement fait face en termes de mobilisation. Et le plus important à relever, c'est que l'on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui du niveau d'exécution, parce qu'il faut toujours faire mieux pour atteindre les objectifs. Donc, les recommandations qui ont été données sont très simples. Pour les différents départements ministériels, une vigilance accrue sur les niveaux d'exécution pour accélérer justement ces exécutions et proposer des résultats aux populations. Pour enchérir sur la même question, Monsieur le ministre, je voudrais savoir comment le gouvernement s'organise pour mobiliser les recettes de façon satisfaisante afin de réaliser les projets conformément à la feuille de route Togo 2025. La mobilisation est tous azimuts, puisque les recettes internes continuent d'être mobilisées. Des difficultés, on en a. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulière de vie chère. Le gouvernement a dû réduire la voilure en termes de mobilisation interne sur un certain nombre de taxes. En termes de subventions, le gouvernement met beaucoup plus de moyens. Donc, il y a des défis à relever sur la mobilisation interne. Mais le gouvernement ne se cache pas devant ces difficultés. Ces difficultés sont communes à, on va dire, toute la sous-région et voire au-delà. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est une adaptation dans la recherche et dans la mobilisation des recettes. Et cette adaptation passe par la recherche d'une solidarité plus importante à l'interne, passe par la recherche de moyens beaucoup plus économiques en termes de consommation des ressources et au final par une mobilisation générale autour de la recherche du bien commun. Nous avons constaté que le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières est en train d'octroyer des prix aux meilleurs reboiseurs de l'année dernière. Alors, en dehors de cette stratégie, quelle autre stratégie est envisagée pour atteindre les objectifs? Il faut d'abord se féliciter du résultat obtenu lors du lancement de la campagne nationale de reboisement. Les objectifs fixés ont été atteints et un tout petit peu au-delà. Mais il ne faut pas se contenter de ce résultat et il faut aller plus loin. C'est l'un des objectifs visés en décernant des prix à ceux qui se sont fortement mobilisés, qui ont donné l'exemple en termes d'engagement dans cette campagne de reboisement. Et il ne faut pas se satisfaire, d'accord, mais il faut se projeter encore plus loin. Aujourd'hui, le constat est que beaucoup de nos compatriotes attendent que les plans soient mis à disposition par l'État. Il me semble que c'est logique et l'État fera sa part. Mais il nous faut nous approprier cette volonté de reboisement, cette stratégie de reboisement qui contribuera à terme à un couvert forestier qui nous protège nous-mêmes. Et pour cela, le gouvernement a mobilisé les pépiniéristes. Aujourd'hui, les plans sont disponibles auprès des pépiniéristes. Il faut aller les chercher pour s'approprier cette campagne, pour faire en sorte que la participation de tous les citoyens soit totale. Pour ce qui est des autres stratégies, le gouvernement envisage de façon ponctuelle chaque semaine appeler à la mobilisation autour d'une idée de campagne de reboisement évidemment. Le gouvernement envisage de continuer à mobiliser par la communication, la sensibilisation de façon très décentralisée dans les communes, dans les villages et dans les hameaux les plus reculés. Donc n'ayez crainte, au fur et à mesure de l'évolution de la campagne de reboisement, les idées qui sont proposées vous seront communiquées et nous espérons compter sur votre soutien afin de mobiliser tous nos compatriotes autour de ce bel idéal. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de réalisation. Bonne semaine à vous sur votre chaîne, la télévision togolaise.